Alors tout d'abord, je remercie Nicolas Noblet pour cette participation du cabinet GBA à Rennes et qui va nous faire une présentation sur comment lire une convention fiscale à l'international. C'est la première fois qu'on propose cette thématique à BCI pour un webinaire, donc n'hésitez pas à nous faire vos feedbacks à la fin de la réunion du webinaire. Pour les questions, vous pouvez poser des questions sur le chat, sur le côté. On les lira à la fin de chaque chapitre. Vous allez voir, il doit y avoir 5 chapitres à peu près, je pense, lors de la présentation. Et comme ça, au fur et à mesure, on pourra traiter les questions. Et sinon, n'hésitez pas à poser des questions aussi à la fin. Mais par contre, on vous demandera de ne pas vous répondre les uns aux autres, de manière à ce que les questions restent bien lisibles et qu'on puisse les traiter tout au long du webinaire. Bien sûr, vous pourrez prendre contact avec Monsieur Nicolas Noblet à la fin du webinaire. Il y a ses coordonnées à la fin des slides. Et puis aussi, ces slides vous seront transmis d'ici, je pense, demain matin, pour que vous puissiez les garder de votre côté. Elles seront aussi en ligne. Le webinaire sera en ligne sur le site de BCI et vous pourrez le regarder en podcast si vous voulez regarder une deuxième fois. Voilà. Alors, merci Nicolas Noblet. Moi, je vais juste présenter rapidement BCI pour ceux qui ne connaissent pas encore. Et puis Nicolas, je vous laisserai la main après cette courte présentation. Ça marche. Okay. Donc BCI, nous sommes une entreprise, donc comme vous le savez sûrement, nous sommes financés par Conseil régional et CCI Bretagne. Notre objectif est d'accompagner les entreprises dans leur développement international et d'identifier, d'accompagner les projets d'investissement à l'international, d'investissement étranger. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on fait 80 réunions à peu près dans ce goût-là, techniques, commerciales ou réglementaires, tout au long de l'année. Notre objectif est bien sûr de faire monter en compétences les équipes des entreprises bretonnes. Donc, nous, on essaye d'accompagner les entreprises de A à Z, du premier au dernier kilomètre. Donc, le premier kilomètre, c'est plutôt avec une proximité dans le territoire géographique et sectoriel. Et puis, sur place, on a un réseau de plus de 200 partenaires dans le monde pour vous aider dans vos problématiques locales. Bien sûr, on accompagne, on informe, on sensibilise. Et puis, dans les accompagnements à l'étranger, on peut proposer non seulement des salons, des missions de prospection, des rendez-vous acheteurs, mais aussi des missions sourcing ou autres problématiques liées au juridique, au RH ou autres. Donc, comme vous le voyez, on peut aller jusqu'à l'implantation, gérer ses RH, sécuriser ses activités, gérer ses risques, financer son développement, expédier ses produits. On est vraiment sur des problématiques très diversifiées, donc n'hésitez pas à échanger entre vous si vous avez des blocages sur certains marchés. On accompagne sur les territoires à travers deux diagnostics. Un diagnostic est plutôt structurant sur les problématiques stratégiques, financières, les plans d'action, les priorisations de produits marchés. Et l'autre sur les techniques administratives du commerce international, tout ce qui est en lien à l'administration des ventes, particulièrement transport, logistique et autres. L'idée, par ces deux diagnostics, c'est de rassembler les collaborateurs qui sont liés aux enjeux export en fait, de l'entreprise, de les rassembler, de les fédérer autour de ces problématiques pour améliorer les bonnes pratiques entre les salariés. Donc, on peut proposer des méthodologies et puis vérifier que les bonnes pratiques soient bonnes, justement. Tout cet accompagnement est proposé à toutes les entreprises ressortissantes bretonnes, mais nous avons un certain nombre de services, on va dire plus, qui sont réservés à nos adhérents. Donc, vous avez BCI Info plutôt pour de la veille sur notre site web, veille technique et réglementaire, veille marché et recueil d'acteurs clés, liste de distributeurs ou de fédérations ou de clusters, par exemple. BCI Connect pour mettre en relation les dirigeants de nos entreprises adhérentes entre eux sur les problématiques d'enjeux. C'est en ligne sur notre site de BCI. Vous pouvez, si vous êtes adhérent, en tant que dirigeant, contacter directement d'autres adhérents
simplement sur notre site web. Suppliers from Bretagne, c'est une plateforme qui met en valeur tous les savoir-faire qui existent en Bretagne auprès d'acheteurs étrangers. Et puis une CVTech. Aujourd'hui, on sait que les problématiques RH sont assez importantes, donc ça permet de rassembler l'ensemble des profils en lien avec l'international qui sont présents sur le territoire et qui sont en recherche de poste. Et vous pouvez aussi, en tant qu'adhérent, mettre vos annonces en ligne. Voilà, et puis il ne faut pas oublier Invest in Bretagne, qui est un site qui est très bien pour mettre en valeur le territoire breton auprès des investisseurs. Et comme vous, en tant qu'entreprise, vous êtes souvent en lien avec des fournisseurs étrangers, des clients étrangers, enfin des entreprises qui potentiellement ont besoin de s'implanter sur notre marché. Ça leur permet d'avoir une belle vision de la région et des équipes, des savoir-faire, de ce qui peut leur être proposé comme service financé par la région pour les aider à s'implanter. Et pour finir, l'Open de l'International, c'est le 4 juillet 2022, ça sera à Saint-Brieuc, c'est la 10e édition, c'est l'occasion de faire surtout du réseautage. On a toujours environ 1000 participants. Là, ça sera en présentiel avec la présence de notre réseau international pour des rendez-vous B2B et de nombreux réunions d'information, techniques et réglementaires, commerciales aussi, et puis beaucoup d'ateliers, échanges de bonnes pratiques justement sur le middle management, sur les expertises métiers. Voilà. Et un village partenaire avec toutes les administrations et les acteurs qui sont déterminants dans votre développement export. Je vous laisse maintenant avec Nicolas Noblet de GBA pour entamer cette présentation. Bonjour à toutes et à tous. Nicolas Noblet, je suis avocat fiscaliste au sein du cabinet GBA. L'idée aujourd'hui de ce webinaire, comment lire une convention internationale, c'est vraiment de vous donner une méthodologie dans l'analyse des conventions fiscales, dès lors que vous avez identifié un flux entre votre société française et un État étranger. Ce que je vous propose du coup au programme, vous voyez qu'il y aura 6 parties. La première partie, ce sera des propos introductifs qui me paraissent vraiment importants avant de débuter l'analyse d'une convention fiscale. Donc, c'est quelques petits tips et outils pour se préparer à l'analyse de la convention. Et ensuite, les 5 dernières parties, c'est la décomposition d'une convention fiscale. Donc, avec l'analyse du préambule, les articles introductifs, toutes les règles de répartition du droit d'imposer, l'élimination des doubles impositions et enfin les dispositions spéciales et terminales. Donc, ce que vous disait tout à l'heure, Capucine, c'est que vous pouvez poser des questions au fil de l'eau après chaque partie qui est présentée ici. On pourra faire un point d'étape pour répondre à vos interrogations. Dans les propos introductifs, ce qui est vraiment important dans la structuration des conventions fiscales à connaître, c'est que la grande majorité des conventions sont négociées sur la base du modèle OCDE. Donc, il y a une version 2017 de la convention qui comporte 7 chapitres. Et donc, l'arborescence des conventions fiscales, en règle générale, va suivre cette répartition. Et donc, comme vous pouvez le voir ici, on a d'abord le champ d'application de la convention. Ensuite, on va avoir une partie définition. L'imposition des revenus, l'imposition sur la fortune, et enfin les méthodes pour éliminer les doubles impositions, les dispositions spéciales et finales. Donc 4 grands blocs en fait peuvent se distinguer lorsqu'on regarde une convention fiscale. On a un premier bloc qu'on appelle les articles introductifs. C'est tout ce qui va concerner, si vous voulez, le champ d'application de la convention. Donc c'est les personnes concernées et les impôts visés. Et ensuite, on va avoir toute la partie définition des termes essentiels. Donc là, il va y avoir beaucoup de définitions générales et surtout 2 notions qui sont très importantes dans l'analyse d'une convention fiscale, c'est la notion de résidence et la notion d'établissement stable. Donc ça, c'est le premier bloc. Le deuxième bloc, c'est la répartition du droit d'imposer. Donc là, on a une répartition du droit d'imposer par catégorie de revenus. Donc ça, on va rentrer dans le détail tout à l'heure. Donc je vous ai sélectionné les grandes catégories de revenus qui sont susceptibles de vous intéresser et de vous concerner. Enfin, on a un troisième bloc sur les méthodes d'élimination des doubles impositions. Et donc là, on verra qu'il existe 2 méthodes, l'exonération, qui est assez rare en pratique, et la méthode de l'imputation des crédits d'impôt étrangers.
Et enfin, dernier bloc qui sera assez rapide, c'est tout ce qui est dispositions spéciales et finales. Donc ça concerne l'entrée en vigueur des conventions, les modalités d'application et les moyens de lutter contre la fraude. Un point à ne pas négliger lorsqu'on commence l'analyse d'une convention fiscale, par exemple entre la France et un pays que vous avez identifié, par exemple les États-Unis, c'est qu'en général, il y a un protocole qui est annexé aux conventions fiscales. Ce protocole-là, il fait partie intégrante des conventions et il a la même valeur juridique. En règle générale, dans le protocole des conventions, on va préciser certaines dispositions de la convention. Et il va y avoir parfois des règles qui peuvent avoir un impact significatif sur l'analyse du flux en question. Là, je vous ai mis un exemple, c'est le point 8b de la convention entre la France et l'Italie. C'est ce qu'on appelle une clause de participation substantielle. Alors, une clause de participation substantielle, qu'est-ce que c'est? Lorsque vous cédez les titres d'une société commerciale française et que vous êtes résident étranger, le principe de base, en règle générale, c'est qu'on confie l'imposition exclusive dans l'état de résidence du cédant, donc dans l'état étranger. Ici, la clause qui est inclue dans le protocole, elle vient changer cette règle d'imposition. C'est-à-dire qu'on va passer d'une imposition exclusive dans l'état de résidence du cédant à une imposition non exclusive dans l'état de résidence de la société dont les titres sont cédés. Je vous donne un exemple. Si vous avez un résident italien qui détient une société française, donc qui cède 100% des titres de cette société française, eh bien, par l'application de cette clause dans le protocole, on va avoir une imposition de la plus-value de cession de ces titres en France et non pas en Italie, qui est pourtant l'état de résidence du cédant. Donc, soyez vraiment très vigilants sur l'analyse des protocoles. Ne négligez surtout pas cette partie-là des conventions, puisqu'elles peuvent venir complètement changer ce qui est pourtant mis en principe de base dans la convention en tant que telle. Donc, si vous reprenez la convention France-Italie, vous verrez que ce qui est mis dans l'article gain en capital, en fait, est complètement annulé par cette disposition du protocole. Donc ça, c'est vraiment un point important avant de débuter l'analyse des conventions. Autre point clé aujourd'hui dans l'analyse des conventions, c'est l'impact de la convention multilatérale OCDE. Donc, la convention multilatérale, qu'est-ce que c'est? C'est une convention donc multilatérale qui s'applique à toutes les conventions qui sont couvertes et notifiées par les différents États. Et elle vient se superposer, si vous voulez, à toutes les conventions notifiées par la France. Donc, par exemple, une convention conclue entre la France et les États-Unis, il peut y avoir des dispositions de la convention multilatérale qui vont venir s'appliquer en superposition. Donc, cette CML, elle contient des mesures obligatoires pour tous les signataires, ce qu'on appelle les standards minimums. Donc, ça vise à modifier le préambule de toutes les conventions fiscales couvertes, à insérer une clause anti-abus de portée générale et enfin à moderniser la procédure de règlement des différends. Et toutes les autres stipulations qui peuvent être incluses dans cet instrument multilatéral, elles sont ce qu'on appelle optionnelles. Donc, ça va vraiment dépendre de chaque État. Par exemple, la France a pris des options pour appliquer tel ou tel article de la convention multilatérale sur les conventions qu'elle a notifiées. Et l'autre État, par exemple l'Espagne, peut avoir décidé d'appliquer des dispositions qui sont différentes. Donc, ce qu'il va falloir faire ici, c'est vraiment prendre la convention qui vous concerne, par exemple entre la France et l'Espagne, regarder si cette convention fiscale bilatérale entre la France et l'Espagne, elle est couverte ou non par l'instrument multilatéral. Et ça va vous permettre en fait de faire une analyse en ayant tous les éléments pour correctement faire l'analyse. En matière d'interprétation de cette convention multilatérale, vous pouvez vous référer à différents blocs. Il y a d'abord les rapports de l'OCDE sur les actions BEPS auxquels renvoie la note explicative de la CML. Et vous avez le modèle 2017 de la convention fiscale qui, lui, va reprendre la totalité des dispositions de la CML et qui contient des commentaires sur chacune de ces dispositions. Et vous avez enfin la doctrine administrative. Je vous ai mis la référence là, du BOFIP qui concerne cette convention, si ça vous intéresse d'aller voir comment elle est construite. Autre lien important qu'il y a sur cette slide, c'est que sur impôt.gouv.fr, en suivant le lien que je vous ai mis ici, vous allez pouvoir aller trouver directement ce qu'on appelle les versions consolidées des conventions fiscales, telles que modifiées par la CML. Donc, vous allez en fait avoir la convention fiscale, par exemple France-Royaume-Uni,
Et directement dedans, l'administration fiscale française a inséré les différentes dispositions de la convention multilatérale qui vont venir s'appliquer et modifier tel ou tel article de la convention en question. Point important à avoir à l'esprit, il est bien indiqué que les versions consolidées sont publiées à titre d'information, donc vous ne pourrez pas les opposer à l'administration fiscale si jamais il y a une erreur dans les reports qui ont été faits par l'administration dans ces versions consolidées. Mais en tout cas, ça vous donne une bonne base de départ pour pouvoir analyser un flux en particulier. Point important également sur cette convention multilatérale, il faut savoir que c'est l'OCDE qui est le dépositaire de cette convention. Donc, elle va recevoir la liste des conventions fiscales couvertes, les différentes réserves et options qui ont été faites par chaque État. Donc là, je vous ai mis le lien aussi pour aller voir par vous-même sur le site de l'OCDE la liste des conventions fiscales qui sont couvertes par cet instrument-là. Ça vous permet déjà d'avoir un aperçu de la couverture ou pas d'un flux entre la France et l'État étranger. Il y a également sur cette slide le lien pour aller voir la base de données pour l'appariement de la convention multilatérale. En fait, c'est un tableur Excel qui a été implémenté sur le site de l'OCDE. Vous renseignez l'État qui vous concerne, donc la France, et l'État co-contractant qui est l'État étranger. Et ça vous donne, si vous voulez, dans les grandes lignes, les options qui ont été prises par tel ou tel État et les différents articles de la convention fiscale bilatérale qui sont modifiés. Donc ça, c'est vraiment un point important à avoir à l'esprit, c'est qu'on applique plus simplement une convention fiscale bilatérale, on applique une convention fiscale bilatérale et éventuellement une convention multilatérale qui vient modifier la convention et chapeauter le tout. Donc ce qu'il faut retenir en synthèse, c'est que vous devez faire une analyse combinée de la convention fiscale bilatérale applicable entre deux pays avec cette convention multilatérale aujourd'hui. Pour vous donner un ordre d'idée, aujourd'hui, on a 75 conventions qui sont couvertes sur les 120 conventions notifiées par la France. Donc 75 conventions couvertes, ça veut dire qu'ils sont soumis à la convention multilatérale. Donc il y a 75 conventions qui sont modifiées par l'entrée en vigueur de cette convention. Donc toutes les conventions notifiées, comme vous voyez par la France, donc les 120, ne sont pas des conventions qu'on appelle couvertes. Soit parce que l'État signataire, l'État partenaire n'est pas signataire de l'instrument multilatéral, c'est le cas des États-Unis et du Brésil. Ils n'ont pas signé la convention multilatérale, donc elle ne sera pas applicable pour ces pays-là. Soit parce que l'État partenaire n'a pas notifié la convention bilatérale avec la France, c'est le cas par exemple de la Suisse, de la Suède ou de la Norvège. Donc, dans ce cas de figure-là, ces pays-là ont bien signé la convention multilatérale, mais n'ont pas souhaité inclure la France dans le procédé. Donc voilà les deux points importants à avoir à l'esprit, c'est vraiment l'importance du protocole et de cette convention multilatérale qui peut avoir des impacts importants. Et ensuite, voilà, je terminerai mes propos introductifs par deux slides sur l'interprétation des conventions. Il y a des principes fondamentaux importants en la matière qui sont listés ici. Le premier, c'est la priorité du droit interne sur les conventions fiscales. Il faut savoir qu'en règle générale, on fait toujours une analyse prioritaire du flux selon le droit interne. Donc, par exemple, pour un flux qui part de France vers l'Italie, vous allez regarder les dispositions fiscales applicables en droit interne français avant d'aller voir les conventions fiscales. C'est vraiment important de faire cette première analyse en droit interne, puisqu'il faut savoir que selon le principe de priorité du droit interne, une convention fiscale ne peut pas servir de base légale à l'imposition. Je vous donne un exemple sur les intérêts, par exemple. En droit français, les intérêts qui sont versés par une société française à une société étrangère ne sont pas soumises à retenue à la source, alors que certaines conventions fiscales peuvent prévoir une retenue à la source. Dans ce cas de figure-là, le principe de priorité du droit interne impose que le droit français s'applique, puisqu'on ne peut pas baser une imposition sur la convention fiscale. Donc dans ce cas de figure-là, il n'y aura pas de retenue à la source des intérêts versés par une société française vers l'étranger sur la base de ce principe-là. Le deuxième principe important, c'est la primauté des conventions fiscales sur le droit interne. Ça, c'est l'article 55 de la Constitution, qui dispose qu'en cas de conflit entre les dispositions d'une convention fiscale et les dispositions du droit interne, eh bien là, on va appliquer les dispositions conventionnelles. C'est par exemple le cas lorsque on a une différence de taux de retenue à la source appliquée. Si par exemple en droit interne, on a un taux de retenue à la source de 20% et que la convention prévoit un taux de retenue à la source de 10%, eh bien là, c'est la convention qui va prévaloir puisque le droit d'imposition est prévu dans les deux droits et donc on va appliquer la convention.
Troisième principe important à avoir à l'esprit, c'est l'autonomie dans l'interprétation des conventions fiscales. C'est pas parce que vous avez un co-contractant qui vous dit que la convention doit s'appliquer de cette manière-là parce que dans son pays, par exemple le Brésil, ça s'applique de cette manière-là pour telle clause, qu'il faut forcément s'arrêter à ce que vous dit le co-contractant. La France peut avoir une interprétation complètement différente d'un article d'une convention, que ce soit sur les redevances, les prestations de services, etc. Donc voilà, il faut surtout se concentrer sur le droit interne français, sur l'interprétation qui est faite de la convention en droit interne français. Et après, de comparer les analyses, si vous voulez, avec l'État étranger. Mais voilà, la base, c'est vraiment l'interprétation en droit interne français. Et enfin, le dernier point, c'est l'interprétation littérale des conventions. Ce principe-là, c'est que le juge français, en cas de litige, en cas de double imposition maintenue malgré l'application d'une convention, va faire une interprétation stricte et littérale des dispositions de la convention fiscale. Il ne va pas aller chercher des solutions alambiquées. Il va vraiment s'attacher à la rédaction de la clause en question, d'où l'intérêt de ce webinaire d'avoir une méthodologie de lecture sur les différents articles de la Convention pour pas se tromper de traitement. Et donc en synthèse, pour terminer et conclure mes propos introductifs, ce que j'ai appelé les bons réflexes dans l'interprétation des conventions, le principe de base, c'est vraiment d'identifier le flux concerné. Ça peut être des intérêts, des dividendes, des prestations de services, et les deux États concernés, par exemple la France et le Royaume-Uni. Donc ensuite, ça va être de regarder les règles de droit interne en priorité, que ce soit droit français ou droit étranger, tout dépend du sens du flux. Si vous avez un flux qui part de France vers l'Italie, ben là, on va regarder comment s'applique le droit français, est-ce qu'il y a une retenue à la source ou pas. Et si en revanche le flux part de l'Italie, vient vers la France, là on va regarder et se renseigner en droit interne italien comment est appliquée une éventuelle retenue à la source pour avoir déjà les principaux points fiscaux appliqués sur le flux concerné. Et donc en droit français, il faut s'intéresser au texte qui est appliqué sur la retenue à la source, tout ce qui va être débat parlementaire, doctrine administrative et jurisprudence. Troisième point, c'est réaliser une analyse combinée, comme je vous disais tout à l'heure, de la convention fiscale avec la CML. Ça, c'est vraiment important de ne pas oublier cette convention multilatérale qui peut avoir des impacts assez significatifs. Et enfin, vous pouvez aussi comparer le modèle OCDE de 2017 avec les modèles antérieurs, parce qu'il y a eu des modèles avant ce dernier modèle OCDE qui contiennent en général des observations, des commentaires sur tel ou tel article de la convention type. Ça vous permet d'avoir un peu la genèse et l'esprit du texte ou de l'article en question. Donc voilà, j'en ai terminé sur les propos introductifs. Je ne sais pas si à ce stade vous avez des interrogations particulières ou pas. Pour l'instant, il n'y a pas de questions. Donc là, je vous propose de rentrer dans le vif du sujet sur la méthodologie de lecture de la convention fiscale. Et donc là, on va redescendre toutes les parties dont je vous ai parlé tout à l'heure. La première partie qui avant n'avait pas grand intérêt, c'est ce qu'on appelle le préambule. Avant la convention multilatérale, le préambule récapitulait juste en règle générale les États signataires de la convention. Aujourd'hui, avec l'entrée en vigueur de la convention multilatérale, il y a plusieurs mesures liées notamment à l'utilisation abusive des conventions qui ont été prévues. Là, je vous ai mis un exemple de préambule avec le Royaume-Uni. Vous pouvez voir que désormais, il est expressément prévu qu'on ne peut pas utiliser une convention fiscale dans le but d'aller chercher des dispositions fiscales favorables et donc de faire des montages artificiels particuliers pour bénéficier de dispositions avantageuses par l'application de cette convention. Deuxième ajout de la CML, c'est ce qu'on appelle le droit aux avantages de la convention. Donc ça, c'est une clause que vous allez souvent voir dans les conventions qui sont couvertes par l'instrument multilatéral. C'est ce qu'on appelle la règle du critère des objets principaux. Et ce critère-là, ça permet de refuser le bénéfice de la convention fiscale, puisqu'on va considérer que compte tenu d'un ensemble de faits et de circonstances propres à une situation, eh bien, vous avez réalisé un montage dans le but de bénéficier directement des avantages de la convention, que ça peut être une retenue à la source nulle ou alors des taux réduits de retenue à la source. Et donc maintenant, c'est expressément prévu dans les conventions avec l'application de cette convention multilatérale que si l'administration considère qu'il y a un montage particulier, eh ben, on vous refusera l'application de la convention fiscale.
Une fois qu'on a parlé du préambule, on s'intéresse aux articles introductifs qui ne sont pas forcément à négliger. C'est parfois des articles qu'on ne lit pas ou qu'on lit assez rapidement. Pourtant, ils peuvent avoir des impacts assez importants. Il faut savoir que les articles introductifs, ça sert à deux choses principales. D'abord, à déterminer la portée de la convention. Ça va être tout ce qui est personne visée, le territoire géographique, le lieu de résidence et les impôts visés. Et ça va servir surtout à définir les termes de la convention. L'analyse qui est proposée ici là, dans ce webinaire, c'est une analyse de la convention modèle OCDE. Donc, j'ai repris les grands articles de cette convention-là pour vous donner les principes d'analyse et les principes généraux appliqués en règle générale. Il faut savoir que ces principes, voilà, ils ont un caractère indicatif. Ce qu'il faut faire à chaque fois, c'est se reporter à la convention fiscale applicable, bien entendu, puisqu'il y a certains articles de certaines conventions qui peuvent s'écarter du modèle OCDE, mais il fallait prendre une convention type. Donc, l'idée, c'était de prendre le modèle OCDE pour ne pas choisir une convention bilatérale avec un pays en particulier. Donc, le premier article dans ces articles introductifs, c'est ce qu'on appelle l'article sur les personnes visées. C'est un article assez court qui, en synthèse, vous dit que la Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un État contractant ou de deux États contractants. Là, déjà, ce qu'on peut voir, c'est qu'à la simple lecture de cet article 1, on n'est pas en capacité de savoir si la Convention s'applique éventuellement à nous ou pas. En fait, il y a un renvoi indirect à l'article 3 pour la définition justement de cette notion de personne et à l'article 4 pour la définition de la notion de résidence, ce qui sont des articles qu'on va voir juste après. Donc, sur la notion de personne, dans l'article 3, en règle générale, vous allez trouver une multitude de définitions. Et donc là, en règle générale, il est indiqué que la personne, le terme personne, ça comprend les personnes physiques, donc les personnes morales. Donc ça, c'est toutes les sociétés, dont la société, par exemple, dans laquelle vous travaillez. Et ça peut être les autres groupements de personnes. Dans cet article 3 de définition générale, il y a aussi le champ d'application territoriale de chaque État qui est défini. Pour la France, point important, donc c'est la France métropolitaine, les départements européens et d'outre-mer, qui sont inclus dans le champ territorial. Donc, c'est tout ce qui est Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion. En revanche, tout ce qui est territoire d'outre-mer et collectivité territoriale d'outre-mer, donc Polynésie française, Saint-Barthélemy et la Nouvelle-Calédonie, ces territoires-là ne font pas partie du champ territorial de la Convention. Donc, soyez vigilants si vous avez des flux avec ces collectivités-là. Vous ne pourrez pas vous prévaloir de la convention fiscale, par exemple. Si vous avez un flux de la Polynésie française vers l'Espagne, la convention fiscale France-Espagne ne s'applique pas, par exemple. Donc là, il faut être très vigilant sur ce type de territoire. L'article 3, il définit également un certain nombre de termes qui sont nécessaires à l'application de la Convention. Donc là, vous allez avoir toutes les définitions sur les États co-contractants, etc. Bon, ça, je ne vous ai pas mis ces termes-là parce que c'est des termes assez usuels et il y en a énormément. Un point important sur cet article de définition générale, tout ce qui n'est pas défini dans cet article-là et dans la Convention, il y a un renvoi express au droit interne des États pour la définition d'un terme ou d'une expression qui ne serait pas définie dans la Convention. Donc, si jamais vous ne trouvez pas d'éléments dans la Convention qui s'applique à votre flux en particulier, eh bien, c'est le droit interne qui s'appliquera, donc le droit français, pour la définition des revenus. Le troisième article important dans les articles introductifs qu'on a vu tout à l'heure sur l'article 1er, c'est la notion de résidence. La notion de résidence, c'est vraiment fondamental dans l'application des conventions, puisque si une personne n'est pas résidente d'un des États, eh bien, la convention fiscale ne va pas s'appliquer. Et donc, pour déterminer si une société, par exemple, est résidente, il y a deux points importants à voir, puisque l'expression résident d'un État contractant, ça désigne toute personne qui est assujettie à l'impôt, donc soumise à l'impôt dans son pays, donc par exemple en France, et en raison de son domicile, sa résidence ou son siège de direction. Il faut savoir que l'article 4 là, sur la résidence, il prévoit d'abord d'appliquer le droit interne pour examiner si la société en question est bien résidente de son État. Et ensuite, il y a une résolution des conflits éventuels s'il y a parfois des doubles résidences, ce qui sont des cas assez rares en pratique, mais ça peut arriver. Et donc, pour déterminer les critères de résidence pour une société, il y a deux points importants. Le premier, c'est de s'intéresser au siège social de la personne morale, donc de votre société. En règle générale, dans les conventions signées avec la France, c'est le siège de direction effective de la structure, là où tous les organes de direction sont situés.
et là où sont prises toutes les décisions stratégiques. Et donc, pour apprécier cette notion-là, il faut vraiment s'attacher à la réalité plutôt qu'aux apparences. Ça concerne des cas assez atypiques, mais par exemple, il y a eu des cas de jurisprudence où on avait un siège social de la société en Belgique, mais des directions qui étaient prises à Paris. Et ben dans ce cas-là, il faut savoir que la direction effective de la société, c'est pas la Belgique, c'est la France. Et donc, ça peut changer complètement les règles d'imposition. Donc ça, en règle générale, ça ne va pas vous concerner puisque si vous êtes dans une société qui a un siège social en France et dont les décisions sont prises en France, il ne va pas y avoir d'impact sur cet article-là. Mais ça peut parfois concerner certains groupes qui ont des sociétés voilà, basées à l'étranger mais qui sont en réalité dirigées depuis la France. Ça peut avoir des impacts sur les différents flux et les différentes règles d'imposition. Donc c'est vraiment important d'avoir ça à l'esprit. Et le dernier critère de résidence, au-delà du siège de direction effective pour une société, c'est ce qu'on appelle l'assujettissement à l'impôt. Il faut que la société en fait, française, par exemple, soit susceptible de payer de l'impôt sur les sociétés pour pouvoir bénéficier de l'application de la Convention. Donc, si vous êtes déficitaire, bien entendu, vous bénéficiez de l'application de la Convention. Et en fait, ici, on vient exclure toutes les entités qui seraient exonérées d'impôts sur les sociétés. Ça peut être des groupements particuliers qui bénéficient d'un régime fiscal d'exonération. Mais vous, dans votre cas de figure, dans une société française soumise à l'impôt classiquement, vous serez considéré comme un résident français pour l'application de la Convention fiscale. Dernier focus concernant cette notion de résidence, ça concerne les sociétés de personnes. C'est tout ce qui va être, par exemple, les SCI qui sont soumises à l'impôt sur le revenu, qui ont des associés non résidents. Ça peut être le cas dans certains groupes. On peut avoir une SCI à l'IR en France qui est détenue par des résidents, des non-résidents, donc résidents d'État étranger. Il faut savoir dans ce cas-là que l'administration considère que cette société, qui est pourtant non soumise à l'impôt sur les sociétés, est considérée comme résidente de France pour l'application des conventions. Et donc en pratique, les associés non résidents étrangers vont être imposés en France sur la quote-part de résultats qui va leur revenir de par la distribution de la quote-part de cette SCI. Donc ça, c'est voilà, un focus rapide sur le sujet, mais si vous avez une SCI à l'IR avec des associés qui sont non résidents, ayez à l'esprit qu'il y a des règles spécifiques qui s'appliquent et qu'il faut creuser ce point-là en tout cas, parce que c'est des points qui peuvent avoir une importance sur le droit d'imposer. Autre article sur les articles introductifs, c'est ce qu'on appelle les impôts visés. Donc en général, on a une liste non limitative qui contiennent l'impôt sur le revenu, l'impôt sur les sociétés, l'impôt sur la fortune. Il y a toujours une extension qui est prévue pour les impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis ou qui entreraient en vigueur après la date de signature des conventions, parce qu'il faut savoir qu'il y a des conventions qui sont assez anciennes. En revanche, point important, tout ce qui est taxe sur le chiffre d'affaires, c'est-à-dire TVA, impôts locaux et taxes sur les salaires, ça c'est exclu du champ d'application de la convention. Donc là-dessus, s'il y a potentiellement des doubles impositions, vous ne pouvez pas utiliser une convention fiscale pour essayer d'annuler cette double imposition sur le sujet. Et dernier point important là-dessus, il y a certaines retenues à la source en local qui ne sont pas couvertes par les conventions fiscales. C'est par exemple le cas de la CIDE au Brésil ou Foreign Contractor Tax au Vietnam. C'est des impôts qui sont prélevés dans ces pays, mais qui ne sont pas couverts par la convention. Donc potentiellement, vous avez un risque de double imposition sur ce type d'impôt. D'où l'intérêt des clauses de gross up, ce que j'ai indiqué ici. Dans la conclusion des contrats commerciaux que vous pouvez conclure avec vos partenaires. Alors, qu'est-ce qu'une clause de gross up? C'est une clause qui va venir vous dire je veux percevoir un prix net de 100, net de fiscalité. Donc, peu importe la retenue à la source qui serait appliquée dans l'État étranger, moi, je veux obtenir ces 100-là. Donc, la retenue à la source reste à la charge de mon co-contractant. Alors, c'est des clauses qui ne sont pas faciles à négocier avec le partenaire commercial. Mais si vous arrivez à les négocier ou s'il y a une possibilité de les négocier, il faut le faire. Ça vous évite du coup d'avoir des mauvaises surprises quand il y a une imposition qui est non couverte ou lorsque vous êtes dans une situation déficitaire. Ça, c'est un point qu'on abordera tout à l'heure. Et enfin, dernier article important dans les articles introductifs, c'est la notion d'établissement stable. Donc ça, c'est vraiment une notion très importante dans l'application des conventions. Donc un établissement stable, c'est quoi? Ça peut être deux schémas en particulier.
c'est soit une installation fixe d'affaires, soit un agent dépendant. Ce qu'on appelle installation fixe d'affaires, c'est l'existence d'une installation d'affaires. Donc, c'est tout ce qui va être des locaux, des machines ou un outillage particulier dans un État étranger. Et il faut que cette installation d'affaires elle soit fixe. Donc, il faut qu'il y ait un lieu précis avec un certain degré de permanence. Par exemple, si vous avez des locaux à Madrid avec des machines ou de l'outillage particulier, à une adresse particulière à Madrid, eh bien là, on va considérer que vous avez une installation fixe d'affaires. Et le dernier critère important pour en avoir une, c'est l'exercice des activités de l'entreprise. Je dis n'importe quoi, si la société en France, elle fait de la commercialisation et de la fabrication de chaussures, et que vous avez une usine à Madrid qui fait aussi de la fabrication et de la commercialisation de chaussures, on va venir considérer que la société française, elle a un établissement stable en Espagne, de par la localisation de cette usine, et que par conséquent, il y a des règles particulières d'imposition qui s'appliquent, et donc il y aura une imposition en Espagne de cet établissement stable. Donc ça, c'est une notion qui est souvent utilisée en droit français pour les redressements de sociétés étrangères. On va venir considérer qu'en France, il y a un établissement stable, et donc il y a de la matière taxable. Et donc le but pour l'administration, si vous voulez, c'est de prouver que soit il y a une installation fixe d'affaires, soit il y a un agent dépendant. Ça, c'est le deuxième schéma souvent utilisé. Sur l'installation fixe d'affaires, point important, il y a souvent une liste qui est indiquée dans les conventions. Là, vous pouvez voir que ça peut concerner une succursale, un bureau, une usine, un atelier, un chantier de construction de plus de 12 mois. Il y a une exception sur les installations fixes d'affaires, c'est tout ce qui est utilisé pour les activités préparatoires ou auxiliaires. Donc là, si vous avez un local à l'étranger, mais qui est utilisé que pour des activités préparatoires ou auxiliaires, ce ne sera pas considéré comme un établissement stable. Sur le deuxième schéma d'établissement stable, qu'est l'agent indépendant? L'agent dépendant, ça reprend plusieurs critères. Le premier, c'est que l'agent doit agir pour le compte de l'entreprise résidente de l'autre État. Donc, par exemple, si votre société en France, elle a un agent dépendant en Espagne qui agit pour son compte. Bon, déjà, on remplit une partie des critères de définition de l'établissement stable. Et le deuxième point important, c'est que cet agent dépendant, il doit conclure habituellement des contrats au nom de l'entreprise. Donc, c'est par exemple le cas d'une société française qui a un agent dépendant en Espagne qui conclut en son nom et pour son compte des contrats commerciaux. Dans ce cas de figure-là, il y a un établissement stable de la société française en Espagne. Et donc, potentiellement, des conséquences fiscales importantes s'il n'y a pas eu de déclaration de cet établissement stable fait à l'étranger. Impact important de la convention multilatérale dont je vous parlais au début, c'est que cette définition d'agent dépendant, elle a été élargie par la convention multilatérale. C'est la définition que je vous ai mise ici. Auparavant, je vous parlais de conclusion de contrat. Aujourd'hui, avec l'application de la convention multilatérale, on parle de conclusion des contrats, mais on parle aussi de jouer habituellement le rôle principal menant à la conclusion des contrats. C'est-à-dire que si l'agent dépendant négocie les contrats, toutes les conditions, et qu'il y a juste une signature qui est réalisée, par exemple en France, et bien potentiellement, avec l'élargissement de cette définition, on peut toujours avoir un établissement stable à l'étranger. Il faut plus simplement conclure les contrats, mais si on joue un rôle prépondérant dans la conclusion, on peut avoir un établissement stable. Donc ça, cette modification par la convention multilatérale peut avoir des impacts importants. On a justement une question sur ce point-là, c'est-à-dire quand on dit c'est-à-dire en son nom et pour son compte, comment ça se matérialise exactement? Et là, la deuxième partie que vous venez d'aborder là sur jouer un rôle prépondérant, c'est par exemple si c'est un commercial, on va dire, qui négocie pour le compte, mais qui ne va pas jusqu'à la facturation, on peut considérer que c'est un établissement stable, par exemple? En fait, si vous voulez agir au nom et pour le compte d'eux, c'est par exemple un commercial qui est situé en Italie, qui va conclure des contrats commerciaux en représentant la société. Donc, c'est la société X qui est basée en France. Donc, il va signer des contrats avec sur l'entête du contrat la société française en question. Et donc là, s'il signe le contrat en tant que tel,
c'est la première définition d'établissement stable agent dépendant dont je vous parlais. Donc là, il agit pour le compte et au nom de cette société. Et aujourd'hui, la nouvelle définition qui est mise par la Convention multilatérale, ça concerne principalement tout ce qui est société dans le numérique. Ça peut être par exemple de la réservation d'hôtels en ligne ou autre activité. Là, on va avoir des commerciaux dans un pays particulier qui négocient tous les termes des contrats, que ce soit le prix, etc. Donc, ils agissent vraiment comme s'il y avait une liberté pour la négociation des contrats. Mais on a une signature effective en France, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas le pouvoir de signer. Et ben, aujourd'hui, avec l'application de cette nouvelle définition, on va pouvoir venir quand même qualifier un établissement stable si c'est juste une signature, si vous voulez, électronique qui est faite depuis la France. Avant, on pouvait s'en sortir en disant que le commercial n'avait pas le pouvoir de signer les contrats, si vous voulez. Et aujourd'hui, on a élargi cette définition pour inclure cette notion. Donc, ça peut avoir des impacts assez importants. On a d'autres questions? Vous souhaitez Oui, on peut en parler maintenant parce qu'après, ce sera une autre partie. Donc, oui. Dans les DOM que vous avez cités, n'apparaît pas Mayotte. Existe-t-il une retenue à la source à Mayotte pour la vente et l'installation d'une station d'épuration, par exemple? Excellente question. Il faudrait regarder, mais effectivement, Mayotte, voilà, c'est un territoire particulier. Il a changé de statut en 2014, il me semble. Donc, je ne pourrais pas vous répondre comme ça, mais il faudrait regarder du coup les dispositions qui sont applicables à Mayotte, en tout cas. Mais pour moi, ouais, ça s'applique. La convention fiscale ne va pas s'appliquer sur Mayotte. Donc, il n'y a pas la convention fiscale française, mais c'est-à-dire qu'il y a une convention fiscale par territoire. Exactement. Vous pouvez trouver par exemple je crois que c'est Saint-Pierre-et-Miquelon une convention. Il y a certains territoires qui vont avoir des conventions, par exemple avec la France et avec d'autres États étrangers. Mais il y a des conventions, par exemple, entre la France et certains territoires que je vous ai cités tout à l'heure, qui règlent justement ces questions d'éventuelle double imposition. Et donc, ouais, sur la question sur Mayotte, sur la station d'épuration, je pourrais pas vous répondre comme ça. Ça nécessite vraiment de creuser le point. Mais oui, potentiellement, il y a un sujet là-dessus. Il faut déjà voir en droit interne à Mayotte s'il y a une retenue à la source sur le flux qui sort de Mayotte et qui va vers, je ne sais pas quel est le pays du coup dans le cas présenté. Mais... On n'a pas l'information. Mais bon, c'est des points qui pourront prendre contact avec vous ultérieurement. C'est la métropole vers Mayotte. D'accord. Bon, ça, c'est important du coup, effectivement, de regarder ce qui est applicable. Ok. C'est noté. On va pouvoir continuer, je pense. Ça marche. Donc voilà un peu sur les articles introductifs. J'étais un peu long sur le sujet, mais vous voyez qu'il y a des notions qui peuvent avoir une très grande importance sur la répartition du droit d'imposer, surtout la notion d'établissement stable et de direction effective des sociétés. Ça peut avoir un impact non négligeable qu'on va voir là dans cette partie-là qui est dédiée à la répartition du droit d'imposer. Sur ce slide-là, je vous ai mis un peu de méthodologie générale sur la qualification du revenu. Il faut d'abord recourir aux définitions du revenu qui sont prévues dans chaque article de la Convention. Par exemple, dans l'article sur les redevances, vous avez une définition de ce qu'on entend par redevance. Pareil pour la notion d'intérêt. Donc, la première chose à faire, c'est d'analyser cet article-là pour voir un peu comment est défini le revenu en tant que tel. Si vous n'avez pas de définition dans la Convention pour un article donné, ou s'il y a une qualification qui est incertaine, là, on recourt aussi aux définitions en droit interne. C'est ce que je vous disais tout à l'heure dans l'article 3 des conventions. S'il n'y a pas de définition de données dans la Convention, on renvoie au droit interne sur les définitions de tel ou tel flux. Point important aussi ici, s'il n'y a pas de mention du revenu qui vous concerne dans la Convention, ce qui peut arriver, il y a l'application de ce qu'on appelle une clause balai. C'est la clause pour les autres revenus, l'article 21 de la Convention OCDE. En fait, si vous voulez, c'est une clause qui comprend tous les revenus qui ne sont pas prévus dans la Convention. Donc, il n'y a aucun revenu, si vous voulez, qui peut ne pas être soumis à la Convention fiscale.
soit le revenu, c'est de la prestation de service et ce sera du bénéfice des entreprises, soit c'est de la redevance, c'est l'article redevance, soit on ne peut pas le catégoriser et il ira dans cet article clause balai. Et donc, il y aura des règles d'imposition particulières qu'on verra tout à l'heure sur cet article clause balai, mais c'est important de l'avoir bien à l'esprit, que si vous ne trouvez pas de catégorie particulière pour ranger votre flux, eh bien, il ira dans cette catégorie-là. Et enfin, un dernier point sur la méthodologie, il ne faut pas hésiter à combiner l'analyse avec les autres articles de la Convention. Donc, si vous prenez la définition des redevances, par exemple, de l'article 12, il ne faut pas hésiter à regarder dans l'article 3 sur les définitions générales s'il n'y a pas des termes qui sont définis en plus. Il faudra regarder l'article 23 sur l'élimination des doubles impositions et également le protocole dont je vous parlais tout à l'heure en début de webinaire. Donc, sur les règles d'imposition, il y a 3 grandes familles, si vous voulez, de règles d'imposition. Et c'est là où l'analyse de la Convention va être importante. Il y a ce qu'on appelle les revenus exclusivement imposables dans l'état de résidence du bénéficiaire. Et donc là, dans les articles de la Convention qui vous concernent, par exemple, je dis n'importe quoi, France-Espagne, eh bien, dans ce type d'article, ce sera indiqué « ne sont imposables que dans ». Et donc là, vous voyez que la rédaction de l'article a vraiment une importance considérable, puisque là, ne sont imposables que dans, c'est une imposition exclusive dans l'état de résidence du bénéficiaire. Donc on verra tout à l'heure les impacts que ça peut avoir. Mais le wording, en tout cas, des articles est vraiment très, très important dans l'analyse. La deuxième famille qui peut exister, c'est les revenus non exclusivement imposables dans l'état de leur source. Et donc là, on va avoir plutôt une rédaction sont imposables dans tel état. Donc quand vous avez une rédaction comme celle-ci, sont imposables par exemple en France, ça ne veut pas dire qu'elles sont exclusivement imposables en France. C'est là où il faut être vigilant. Quand il est indiqué sont imposables en France, par exemple, eh bien, il peut y avoir également une imposition dans l'état de la source, par exemple en Espagne, en Italie. Et donc là, il y a potentiellement une double imposition en jeu. Donc soyez très vigilants sur la rédaction des différents articles. Si vous avez sont imposables dans, il faut forcément que ça crée une alerte chez vous qui a potentiellement un risque de double imposition important qui sera réglé par l'article sur les doubles impositions, mais il faut que vous l'ayez à l'esprit. Et enfin, dernière famille assez rare en pratique, c'est les revenus exclusivement imposables dans l'état de leur source. Et donc là aussi, on a un wording ne sont imposables que dans. Et donc, en règle générale, comment sont articulés les articles pour la répartition du droit d'imposer par catégorie de revenus? On a une première partie de l'article qui va vous dire quel est l'état d'imposition du revenu, donc avec les 3 familles dont je viens de vous parler. Ensuite, on a la définition du revenu qui est visé dans l'article concerné. Et enfin, on a des dispositions particulières, c'est tout ce qui est exception à l'application de l'article en question. Là, l'objectif du webinaire, c'est vraiment de vous présenter les grandes familles qui sont susceptibles de concerner votre société et de vous donner des clés de lecture sur ce type d'articles. Donc, on va les descendre un par un. Et tous les articles des conventions ne figurent pas ici. J'ai vraiment sélectionné ceux qui sont susceptibles de vous concerner. Le premier article important, c'est ce qu'on appelle les bénéfices des entreprises. Donc, typiquement, pour une société française, c'est tout ce qu'elle va réaliser en prestation de services ou en livraison de biens, par exemple. Là, vous voyez que la règle, il est indiqué les bénéfices d'une entreprise d'un État contractant ne sont imposables que dans cet État, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre État par l'intermédiaire d'un établissement stable. Donc là, on a bien le wording ne sont imposables que dans. Ça veut dire ici que l'état d'imposition, ça va être l'état de résidence de l'entreprise. Donc, une société française qui réalise des prestations de services ou des livraisons de biens à l'étranger, eh bien, par l'application de la convention fiscale, l'état d'imposition, ça va être la France. Donc là, il n'y a pas normalement de risque de double imposition ici, puisque le droit d'imposer est confié exclusivement à un État en particulier. Sur la définition des revenus, ici, on voit que ce sont les bénéfices de l'entreprise. Donc c'est assez large, hein, c'est pour ça que je vous parlais de prestation de services ou de livraison de biens, c'est vraiment toute l'activité d'une entreprise en tant que telle. Et donc, la seule exception qui existe, c'est l'exception en présence d'un établissement stable. C'est pour ça que tout à l'heure, j'ai insisté sur les articles introductifs et cette définition d'établissement stable. C'est-à-dire que si jamais une société française a un établissement stable au Royaume-Uni, par exemple, eh bien là, le principe d'imposition uniquement en France ne s'applique plus. On va considérer que tous les revenus qui sont générés par l'établissement stable au Royaume-Uni sont imposables au lieu d'établissement stable, c'est-à-dire au Royaume-Uni. Donc là, on a un split de l'imposition entre la France et le Royaume-Uni. D'où l'intérêt de vraiment s'intéresser à la définition d'établissement stable qui est mentionnée dans l'introduction des conventions fiscales, parce que vous voyez que ça change complètement la règle d'imposition dans ce cas de figure particulier.
Ça, on va passer assez rapidement. C'est aussi un revenu exclusivement imposable dans l'état de résidence du bénéficiaire. C'est tout ce qui concerne la navigation maritime et aérienne internationale. Et donc là, il est prévu du coup une imposition dans l'état de résidence de l'entreprise exploitante. Donc par exemple, une société qui fait de la navigation maritime ou aérienne française, ben, normalement, tous les revenus provenant de l'exploitation en trafic international de navires et d'aéronefs sont taxables en France. Et donc voilà, ça je passe assez rapidement parce que ça ne vous concerne pas forcément, mais voilà, c'est assez fréquent comme article dans les conventions. Autre article du modèle OCDE qui prévoit un revenu exclusivement imposable dans l'état de résidence du bénéficiaire, c'est tout ce qui est redevance. Donc là, vous voyez qu'on a encore la notion de ne sont imposables que dans cet autre état. Donc là, on a une imposition des redevances que dans l'état de résidence du bénéficiaire, lorsqu'on a une rédaction comme ça. Donc pour vous donner un exemple, j'ai une société française qui détient de la propriété intellectuelle. Il y a des redevances qui sont payées par une société brésilienne. Eh bien, les redevances sont imposables dans l'état de résidence du bénéficiaire, donc ils seront imposables qu'en France, si on a cette rédaction. Sur la définition du revenu de redevance, là, vous voyez que c'est une définition assez large. Ça concerne tout ce qui est rémunération payée pour l'usage, la concession de l'usage d'un droit d'auteur. Ça concerne également tout ce qui va être utilisation de brevets, marques de fabrique, dessins et modèles. Ça peut être des formules, procédés secrets et expériences acquises dans un domaine industriel. Précision importante ici, il y a une exception sur les redevances pour tout ce qui est établissement stable. Encore une fois, donc vous voyez l'importance de cette notion. Si jamais le droit de propriété intellectuelle il est à l'actif d'un établissement stable, eh bien les revenus qui proviennent des redevances de cet actif vont être imposés au niveau de l'établissement stable. Donc ça, c'est une exception au principe que je viens d'évoquer. Et donc le point important sur cette notion de redevance, c'est que selon les conventions, là je vous ai montré le modèle OCDE, selon les conventions fiscales, on n'a pas la même définition du terme redevance. Parfois, ça peut inclure les logiciels, le savoir-faire et certaines prestations de services spécifiques, l'assistance technique. Parfois, non. Donc là, il faut vraiment s'intéresser à la définition qui est donnée dans la convention qui vous concerne, par exemple France-États-Unis ou France-Espagne. Et il faut vraiment s'intéresser à la définition qui est donnée dans cette convention pour voir si ça n'inclut pas potentiellement des logiciels, par exemple, ou du savoir-faire. Et si vous avez ce qu'on appelle des prestations mixtes, c'est-à-dire une prestation où vous donnez un savoir-faire à une société, et il y a aussi de la prestation de service en même temps, il faut bien veiller à décomposer le montant global dans votre contrat, puisque vous voyez que ce n'est pas les mêmes règles d'imposition. Parce qu'il y a potentiellement de la prestation de service qui rentre dans l'article 7 qu'on a vu tout à l'heure, et il peut y avoir du savoir-faire assimilable à des redevances qui ont un régime d'imposition différent. Donc veillez bien à splitter si jamais vous avez des prestations mixtes, c'est-à-dire par exemple l'utilisation d'un logiciel et des prestations de services classiques. Il faut bien ventiler le prix qui est prévu dans le contrat pour pouvoir appliquer les principes d'imposition correspondant à l'origine du revenu. Dernier point important, et après j'ai vu qu'il y avait des questions sur le sujet. La majorité des conventions conclues par la France ne prévoient pas le principe OCDE dont je viens de parler et prévoient une imposition non exclusive dans l'état de leur source. Donc il y aura pas d'imposition exclusive dans l'état du bénéficiaire sur la majorité des conventions conclues avec la France. Donc il y a potentiellement double imposition qui est réglée par l'article d'élimination des doubles impositions. Ok. Donc les questions, notamment par rapport au logiciel, là, c'était pourriez-vous donner des conseils sur la présentation de la fourniture de logiciels comme produit pour éviter le taux pour les redevances? Je pense que c'est ce que vous venez de dire, de bien séparer la tarification du produit et du service, non? Oui, c'est ça. Et pour le logiciel, il faut regarder en fait pour le flux concerné. Si par exemple, je dis n'importe quoi, c'est France-États-Unis, il faut regarder dans la convention fiscale si le fameux logiciel est inclus ou pas dans cette définition de redevance. C'est vraiment du cas par cas du coup pour ce sujet-là. C'est un sujet assez technique, hein, l'appréciation de ce qui est de la redevance ou de la prestation de service.
Je crois d'ailleurs que ça fait l'objet d'un webinaire au sein de Bretagne Commerce International sur ce sujet. C'est vraiment des points très techniques et qui nécessitent pour le coup une analyse approfondie de l'article sur les redevances en fonction de la convention fiscale applicable. Parce que selon certaines conventions, le logiciel ne va pas être inclus dans l'article redevance, ça va être du bénéfice d'entreprise classique. Et selon d'autres conventions, il va être inclus et du coup, vous voyez que ça peut changer la règle d'imposition. D'accord. Donc ils disent on voit une absence d'homogénéité avec un certain nombre de pays, de sociétés clientes étrangères. Donc c'est vrai que donc il faut bien vérifier dans chaque convention fiscale, il y a une grande hétérogénéité. D'accord. Okay. Exactement. Donc, à chaque fois, pour chaque flux, il faut reprendre la convention France pays concerné, voir la définition des redevances qui est indiquée dans cette convention-là pour voir dans quelle voilà, où on se situe. Typiquement, dans ce type de problématique, en règle générale, on va soit se situer dans l'article des prestations de services, c'est-à-dire les bénéfices d'entreprise dont je parlais tout à l'heure, l'article 7, soit on va être dans l'article redevance. Donc, soit on va être imposé en France parce que ce sont des prestations de services réalisées depuis la France, soit on va être en article redevance, et là, il y a de fortes chances qu'il y ait une double imposition à régler par l'application de l'article sur l'élimination des doubles impositions. Okay. Autre catégorie de revenus exclusivement imposables dans l'état de résidence du bénéficiaire, c'est l'article sur les gains en capital. Et donc là, ça va concerner deux catégories de revenus. Une qui ne va pas trop vous intéresser, c'est tout ce qui est gain tiré de l'aliénation des navires ou aéronefs. Et l'autre, en revanche, qui a son importance, dont j'ai parlé en tout début de webinaire, ce sont les gains tirés de l'aliénation de tout bien. Et dans cette formulation-là, il y a tout ce qui est cession d'actions de société. Et donc la règle de base ici, c'est que donc on a une imposition dans l'état de résidence du cédant. Par exemple, si vous avez une société française, mais un actionnaire qui est situé en Italie, logiquement, si on applique cette règle-là, l'État qui va imposer la plus-value de cession des titres, ça va être l'Italie, parce que c'est l'état de résidence du cédant. Donc ça a une importance particulière, sauf que tout à l'heure, ce que je vous disais, c'est qu'il y a parfois des clauses de participation substantielle qui sont soit incluses dans l'article 13, soit dans le protocole, comme je vous disais, avec la convention avec l'Italie. Et donc là, ça va venir changer la règle. C'est ce que je précisais par la suite dans ce slide. Sur les exceptions, sur l'article sur les gains en capital dont je viens de parler, il y a tout ce qui est gain tiré de l'aliénation des biens immobiliers et des sociétés à prépondérance immobilière. Ça, j'en parlerai, du coup, ça a été catégorisé dans l'autre famille, puisque ce sont des exceptions au principe d'imposition exclusive dans l'état du bénéficiaire. Et donc là, ce que je vous mettais, c'est qu'il faut que vous soyez vigilant sur les clauses de participation substantielle dans certaines conventions. Donc la clause de participation substantielle, je vous rappelle, c'est... ça vous dit que si vous détenez par exemple plus de 25% des droits dans une société, eh bien la règle d'imposition va changer. Donc ça, je vous ai mis des exemples ici, là, Andorre, l'Inde, le Panama, l'Italie, l'Islande. Ces conventions-là comportent une clause de participation substantielle qui vient changer la règle dont je vous parlais à l'instant. Il faut savoir qu'il y a à peu près, je dirais, une cinquantaine de conventions avec ce type de clause. Donc, ce n'est pas des clauses qui sont forcément rares en pratique. Donc, c'est vraiment bien à avoir l'esprit sur ce sujet-là de cession de titres de société. Ça, vous pouvez être amené à le rencontrer si vous avez des groupes à l'international qui ont des filiales situées à l'étranger et qui cèdent leur participation. Typiquement, là, c'est là où ça va venir s'appliquer. Et donc, lorsqu'on a l'application d'une clause de participation substantielle, on passe d'une imposition exclusive dans l'état de résidence du cédant. Tout à l'heure, je vous donnais l'exemple de l'Italien qui détient une société française, à une imposition non exclusive dans l'état de résidence de la société dans les titres sont cédés. Typiquement, là, sur mon exemple, société en France serait associée en Italie, eh bien, l'application de la clause de participation substantielle va changer la règle. Et donc, on n'aura plus une imposition exclusive en Italie, on va avoir une imposition en France puisque la société qui est cédée est en France. Donc, soyez vigilants sur ces conventions-là. Ça en concerne quand même, je vous dis, une cinquantaine de conventions. Donc, ça peut entraîner une erreur d'analyse ou de lecture sur ce type de problématique. Dernière catégorie de revenus exclusivement imposables dans l'état de résidence du bénéficiaire, c'est l'article dont je vous parlais tout à l'heure, c'est ce qu'on appelle la clause balai, ce sont les autres revenus.
Et donc là, vous voyez que l'état d'imposition, c'est l'état de résidence du bénéficiaire, exclusivement. Et on a encore le wording « ne sont imposables que dans ». Et donc les revenus concernés, ce sont tous les revenus non traités dans la convention, d'où qu'ils proviennent. Et donc si vous n'avez pas réussi à catégoriser un revenu dans telle ou telle catégorie, eh bien il va venir se mettre ici en autre revenu, et donc on aura une imposition dans l'état de résidence du bénéficiaire du revenu. Point important ici que vous pouvez peut-être rencontrer si jamais vous avez des contrôles fiscaux. Parfois, l'inspecteur va venir vous dire bah, ça, c'est pas de la prestation de service, c'est pas de la redevance, du coup, c'est imposable en France. Il ne va pas forcément appliquer cette clause-là. Et donc, n'oubliez pas qu'elle existe, parce que parfois, ça peut vous sortir quand même de situations embarrassantes. Parce que vous voyez que si vous arrivez à raccrocher votre revenu dans cette clause balai, eh bien, l'état de résidence du bénéficiaire, ça peut vous sauver de tel ou tel redressement particulier. Donc, ayez toujours cette notion-là en cas de contrôle fiscal. Si jamais on vous dit c'est pas telle catégorie ni cette catégorie-là et qu'on n'applique pas la clause balai, n'oubliez pas qu'elle existe parce que ça peut potentiellement vous aider en cas de contrôle. Et ici, encore une fois, l'exception qui existe pour cette clause balai, c'est ce qu'on appelle l'exception de l'établissement stable. C'est si le droit ou le bien qui génère les revenus en question est rattaché à l'établissement stable. Dans ce cas-là, ça change la règle. On a une imposition au niveau de cet établissement stable. Donc vous voyez que la notion d'établissement stable, elle se rattache presque à tous les articles d'une convention. Et donc pour tous ces revenus-là qu'on vient de voir, qui sont exclusivement imposables dans l'état de résidence avec la notion de ne sont imposables que dans cet état, eh bien la double imposition, elle est évitée de façon immédiate sans qu'on ait à appliquer l'article sur les modalités pour éviter les doubles impositions. Puisque par définition, il n'y a pas d'imposition dans le pays de la source, sauf de rares hypothèses de clauses anti-abus. Mais voilà, en règle générale, vous allez avoir une imposition exclusive. Du coup, ça vous libère de l'application de la clause de double imposition qui peut être parfois complexe. Ça vous exonère pas d'aller quand même la lire, parce que justement, il y a parfois des clauses anti-abus qui peuvent être dedans. Donc, ça vous empêche pas d'aller la lire. Mais en tout cas, en principe, dans 98% des cas, vous n'aurez pas à l'appliquer sur cette catégorie de revenus. Excusez-moi, est-ce que vous avez des exemples de revenus concernés par autres revenus ici? Bonne question. Là, comme ça, je ne saurais pas vous dire. En fait, si vous voulez, c'est parfois, je peux vous donner l'exemple d'un contrôle fiscal. Parfois, dans le cadre d'un contrôle, la société va considérer que voilà, c'est de la prestation de service. L'administration va dire que non, c'est trop technique, etc. C'est pas de la prestation de service simple, donc ça rentre pas dans la catégorie des bénéfices d'entreprise. Et elle va aussi considérer que ça rentre pas dans le redevance parce que la définition de redevance, ça inclut pas tel service technique ou autre. Et donc, elle va appliquer, par exemple, voilà, une retenue à la source en France parce qu'elle considère que c'est pas rattachable ni aux bénéfices d'entreprise ni aux redevances. Eh bien, par exemple, là, si jamais vous êtes dans ce cas-là, si vous voulez, l'article autre revenu, c'est un peu une clause refuge en quelque sorte. C'est-à-dire que vous allez vous raccrocher à cette clause-là, puisqu'on vous a dit que ça ne s'appliquait pas ni pour les prestations ni pour les redevances, ben vous invoquez cette clause-là, si c'est à votre avantage, bien entendu, pour aller la loger dedans. Mais c'est des revenus inhabituels d'une entreprise. Oui, exactement. C'est des revenus qu'on n'arrive pas à catégoriser, donc c'est des revenus en général qui sont d'un niveau de technicité assez élevé. Je vous dis, c'est tout ce qui touche à la prestation ultra technique, voilà, qui est pas de la prestation simple. Donc, vous donner un exemple comme ça, c'est assez compliqué en pratique. Mais ouais, le réflexe à avoir, c'est que ça peut vous aider en cas de contrôle, parce que vous pouvez vous raccrocher à cette clause balai. D'accord. Merci. Je vous en prie. Ensuite, on change de famille. Donc là, on a vu les revenus qui étaient exclusivement imposables dans l'état du bénéficiaire. L'autre catégorie qui va comporter l'ensemble des autres revenus en règle générale, c'est ce qu'on appelle les revenus non exclusivement imposables dans l'état de la source. Et donc là, vous voyez que c'est le wording dont je vous parlais tout à l'heure. Il est indiqué « sont imposables dans cet autre état », par exemple. Donc ici, l'état d'imposition, par exemple, pour les revenus immobiliers, c'est l'état de situation de l'immeuble. Par exemple, si vous avez un immeuble en France,
du coup, ça va être taxé en France. Mais quand sont imposables dedans, l'État de la source peut imposer les revenus immobiliers. C'est-à-dire que si vous avez des loyers qui sont versés, par exemple, par une société italienne pour un bien qui est situé en France, eh bien, l'Italie peut venir imposer à la source le flux qui part de l'Italie qui va vers la France. Donc, les revenus qui sont concernés ici, c'est tous les revenus tirés d'un bien immobilier, tels que définis par le droit interne de l'état de situation de l'immeuble. Donc, ça va être typiquement voilà, les loyers, pour faire simple, d'un bien immobilier détenu en France. Et il faut savoir que voilà, cet article-là s'applique également à tous les revenus qui proviennent de biens immobiliers d'une entreprise également. Autre article entrant dans cette catégorie-là, ce sont les dividendes. Pour les dividendes, l'état d'imposition, c'est l'état de résidence du bénéficiaire, mais l'état de la source peut imposer également les dividendes, un taux qui en général n'excède pas 15% du montant brut, si la personne qui les reçoit en est le bénéficiaire effectif. Donc là, vous voyez qu'on attribue l'imposition à l'état de résidence du bénéficiaire. Donc, par exemple, si vous avez une société italienne, un associé en France, normalement, le dividende, il est imposable en France, dans l'état de résidence du bénéficiaire du dividende. Mais il peut très bien y avoir une retenue à la source, c'est ce qui est prévu par la Convention. Et dans ce cas-là, si le bénéficiaire réel du dividende, c'est la société française, eh bien, il y aura une retenue à la source qui ne pourra pas excéder 15% en Italie. Sur la définition des revenus ici de dividendes, c'est une définition qui est assez large. Vous voyez que ça concerne tout ce qui est revenus provenant d'actions, parts de fondateurs, tout ce qui est part sociale, etc. Donc c'est une définition assez large. Point important en droit français sur cette notion de dividende, tout ce qui est revenus réputés distribués, ça ne rentre pas dans la catégorie des dividendes à proprement parler en droit français, puisque le dividende est qualifié de dividende que s'il a été régulièrement décidé par les organes sociaux. Juste pour illustrer un peu mon propos, c'est lorsque, par exemple, l'actionnaire d'une société a prélevé de l'argent dans les comptes de la société sans justification particulière, et donc il a un compte courant débiteur envers la société. Il y a un contrôle fiscal, l'administration considère que du coup c'est pas justifié, donc c'est des revenus réputés distribués, c'est-à-dire que voilà, c'est comme s'il avait fait une distribution sauvage de dividendes en quelque sorte. Et bien dans ce cas de figure-là, vous ne pourrez pas essayer de bénéficier des avantages de la convention fiscale, puisque ce type de revenus réputés distribués n'entre pas dans la qualification de dividende d'un point de vue français. Et donc, dernière précision sur cet article, il y a encore l'exception de l'établissement stable. Si jamais les titres générateurs des dividendes se rattachent à cet établissement stable. Dans ce cas-là, on aura une imposition non exclusive dans l'état de situation de l'établissement stable. Autre catégorie, ce qu'on appelle les intérêts. Donc là, ce qui est prévu, c'est imposition dans l'état de résidence du bénéficiaire effectif, encore une fois. Mais vous pouvez avoir une situation de double imposition, puisque l'État de la source peut imposer également les intérêts via une retenue à la source, qui en général n'excède pas 10%. Sur la définition des revenus, là vous voyez que c'est également assez large, mais ça va être tout ce qui est revenus provenant d'emprunts obligataires, compte courant d'associés, etc. Donc c'est assez large en pratique. N'oubliez pas que d'un point de vue français, en droit interne français, il n'y a pas de retenue à la source sur les intérêts qui partent de France vers les États étrangers, sauf ETNC, là je vais y revenir. Donc ça c'est vraiment un point important, c'est-à-dire que vous n'aurez pas de retenue à la source à faire sur les intérêts d'emprunts obligataires ou de comptes courants qui sont versés à des associés résidant à l'étranger. Sauf ETNC. Qu'est-ce qu'un ETNC? C'est un État de territoire non coopératif. Je vous ai mis la liste là, actualisée de ces États-là. Si jamais vous avez un de ces États dans les relations commerciales ou financières de votre société, soyez vraiment très vigilants, puisque pour ce type de territoire, on considère que ce sont des paradis fiscaux, et donc l'intégralité des régimes de faveur en règle générale ne s'applique pas. Et par exemple, pour des intérêts qui seraient versés sur ces États-là, on a une retenue à la source de 75%. À réaliser parce qu'on considère que c'est de l'évasion fiscale. Donc si jamais vous identifiez une société localisée dans ce pays-là, soyez vraiment très très vigilant. C'est pas des cas qui arrivent tous les jours, mais voilà, soyez vigilants sur ces états-là.
Et enfin, on a tout ce qui est gain en capital dont je vous parlais tout à l'heure, les exceptions. Donc là, on a une imposition dans l'état de situation du bien immobilier. Donc si le bien immobilier il est situé en France, eh bien, la cession du bien immobilier sera taxée en France. Mais il peut y avoir également des retenues à la source. Et donc ça concerne également tout ce qui est société à prépondérance immobilière dont je vous parlais tout à l'heure. Et dernier revenu dans cette catégorie-là, c'est ce qu'on appelle les revenus d'emploi. Donc c'est typiquement les salaires. Si vous avez un salarié à l'étranger, par exemple. Donc l'état d'imposition, c'est l'état d'exercice de l'activité. Il faut savoir que l'état de résidence du bénéficiaire peut quand même imposer les salaires. Donc là, il y a potentiellement une double imposition également. Il faudra appliquer la clause sur l'élimination des doubles impositions. Et donc, ça concerne tout ce qui est salaire, traitement et autres rémunérations similaires. Il y a une exception à connaître ici dans cette catégorie-là, c'est les missions temporaires. Là, il faut savoir qu'en cas de mission temporaire, on a une imposition qui est exclusive dans l'état de résidence du bénéficiaire. Si vous avez un salarié résident français qui va faire une mission temporaire en Allemagne, eh bien, il sera quand même taxé en France sur ses salaires, il ne sera pas taxé en Allemagne, puisque la mission est par définition temporaire. Donc, il faut remplir des critères pour être qualifié de temporaire, mais en synthèse, c'est moins de la moitié de l'année à l'étranger, par exemple. Et donc ici, vous pouvez voir qu'à la différence des catégories de revenus qu'on a vues au tout départ, avec une imposition exclusive dans l'état bénéficiaire, là, ces catégories de revenus-là, elles peuvent être imposées dans les deux états. Et donc, par conséquent, pour éliminer les doubles impositions potentielles, il va falloir appliquer l'article sur les doubles impositions et donc les méthodes soit d'exonération, soit d'imputation qu'on va voir tout à l'heure. Et enfin, pour terminer sur les familles de règles d'imposition, on a les revenus exclusivement imposables dans l'état de la source. Et ça va concerner tout ce qu'on appelle tantième, jeton de présence et rétributions similaires. Ça, c'est pour les membres de conseil d'administration et de surveillance d'une société, par exemple les sociétés anonymes. Eh bien, une société anonyme qui est située en France avec une personne qui bénéficie des jetons de présence situés à l'étranger, eh bien là, on aura une taxation en France sur ce versement. C'est voilà, une catégorie assez rare en pratique, mais elle existe, donc faut que vous l'ayez quand même à l'esprit. Je ne sais pas s'il y a des questions, Capucine, du coup, sur ce qu'on a pu voir à ce stade. Non, pas sur ce point. On n'a pas de questions. Donc voilà, j'espère que c'était clair sur les familles d'imposition et du coup sur l'importance de la rédaction des différents articles des conventions. Chaque mot a son importance puisque vous voyez que ça génère des règles d'imposition qui peuvent être différentes. Donc voilà, j'espère avoir été assez clair sur le sujet. La dernière partie vraiment importante sur l'application des conventions et la lecture, c'est ce qu'on appelle l'élimination des doubles impositions. Donc là, ici, on va voir les méthodes d'élimination des doubles impositions qui vont venir s'appliquer sur la deuxième famille dont je vous parlais tout à l'heure. Ce sont les revenus qui sont imposables et dans l'état de la source et dans l'état du bénéficiaire effectif. Donc ça va être tout ce qui concerne les dividendes, les intérêts et les redevances, pour synthétiser. Donc il existe deux méthodes d'élimination des doubles impositions. Une méthode qu'on appelle la méthode de l'exonération, qui est plutôt rare en pratique, mais qui existe quand même. Et donc là, ça prévoit une exonération des revenus dans l'état de résidence du bénéficiaire. Et donc les revenus sont imposables uniquement dans l'état de leur source. Donc ça dépendra vraiment de la rédaction de la clause d'élimination des doubles impositions que vous avez dans la convention. Et l'autre méthode qui est beaucoup plus utilisée, c'est la méthode ce qu'on appelle la méthode de l'imputation. Donc ça va concerner dividendes, intérêts et redevances, notamment, sauf exonération. Et donc la méthode de l'imputation, c'est qu'on a un droit d'imposer qui est accordé à l'état de résidence du bénéficiaire. Et du coup, vu qu'on a une imposition à la source, l'état de résidence accorde sur l'impôt perçu un crédit d'impôt qui peut être intégral, partiel, et donc là on applique la règle du butoir que je vais vous expliquer tout à l'heure, ou forfaitaire. Donc on a bien une imposition dans l'état de résidence. Par exemple en France, si c'est un résident français qui perçoit des intérêts de source italienne, mais on va accorder aussi à ce résident français un crédit d'impôt qui équivaut en synthèse à l'impôt qui est payé à l'étranger, pour pas qu'il y ait justement cette double imposition. Je vous ai mis des exemples chiffrés, ça sera plus parlant pour vous.
Donc la méthode de l'imputation en présence d'une société bénéficiaire. Là, vous pouvez voir que j'ai distingué crédit, ce qu'on appelle intégral, partiel et forfaitaire. Donc, si on prend la première colonne sur le crédit intégral, on a un montant facturé de 100, une retenue à la source de 30 pour l'exemple. Ça fait un montant effectivement reçu après retenue à la source 70. Vous avez des autres revenus de 100, ce qui fait un revenu taxable en France donc de 200, le montant facturé et les autres revenus. Ce qui fait théoriquement un IS brut de 50 au taux de 25%. Le crédit d'impôt qui est imputable ici dans cette hypothèse-là de crédit intégral, vous voyez que c'est l'intégralité de l'impôt qui a été retenu à la source, c'est-à-dire les 30. Ce qui veut dire que l'IS net dû en France sera que de 20. Et donc l'imposition globale des revenus sera bien de 50. 30 à l'étranger et 20 en France puisqu'on a eu un crédit d'impôt intégral. Sur la deuxième colonne, on a ce qu'on appelle le crédit partiel et donc l'application de la règle du butoir. Je vais vous expliquer juste après ce que c'est. On a toujours un montant facturé de 100 ici, une retenue à la source de 30, ce qui fait un montant net reçu de 70, des autres revenus pour 100, ce qui fait un revenu taxable en France de 200 toujours. L'IS brut est toujours de 50. Mais ici, par l'application de la règle du butoir et du fait que ce soit un crédit partiel, vous voyez que le crédit d'impôt imputable, il n'est que de 25. Et donc la règle du butoir, ça dit quoi? Ça dit que vous avez le droit à un crédit d'impôt sur l'impôt dû en France qui correspond en réalité à l'impôt que vous auriez payé si le revenu de source étrangère avait été imposé en France. Et donc vous voyez ici qu'on a une perte fiscale de 5 puisque on limite notre crédit d'impôt imputable à l'impôt qu'on aurait payé si on avait soumis le revenu étranger à l'impôt français. Et donc le revenu étranger de 100 soumis à l'impôt français, ça aurait donné une taxation de 25. C'est pour ça qu'on a une limitation du crédit d'impôt imputable à 25. Donc là, vous voyez que l'IS net dû il est de 25 et on a donc une imposition globale de 55, ce qui fait une perte fiscale, un frottement fiscal de 5 en fait entre les deux hypothèses. Faut savoir que le crédit partiel, voilà, les hypothèses existent, mais restent assez marginales puisque pour qu'on puisse avoir une perte sur ce sujet-là, il faut que le montant de la retenue à la source, vous voyez, soit supérieur au taux d'IS français, donc supérieur au taux de 25%. Donc ça peut arriver, mais c'est pas les hypothèses les plus usitées en pratique. Mais il faut que vous l'ayez quand même à l'esprit que potentiellement, il peut y avoir des sujets comme celui-ci. Et enfin, la dernière colonne qui est de moins en moins utilisée parce que au fur et à mesure des renégociations de conventions fiscales, on supprime ce qu'on appelle le crédit forfaitaire ou crédit fictif. En fait, c'est certains États qui ont prévu ça dans leur convention fiscale avec la France pour inciter les sociétés françaises à investir dans ces États-là. Donc, quand on parle de crédit forfaitaire, c'est qu'on a un montant facturé, par exemple, de 100. Il n'y a pas de retenue à la source qui est retenue à l'étranger. Donc, on a un montant effectivement reçu de 100. On a des autres revenus de 100 également. Donc, on a toujours notre base taxable en France de 200. Eh bien, ici, on a un IS brut de 50 et on va avoir un crédit d'impôt imputable, par exemple, de 25. C'est un taux que j'ai mis au hasard, hein, ça pourrait être 20. Et ce crédit d'impôt, si vous voulez, c'est un crédit d'impôt qu'on appelle fictif. C'est l'État étranger qui a négocié ça avec la France, c'est-à-dire qu'on a un crédit d'impôt forfaitaire qui nous permet d'avoir une réduction d'impôt en réalité en France, alors qu'on n'a pas eu de retenue à la source. Donc c'est des mesures fiscales avantageuses pour permettre les investissements à l'étranger que vous pouvez être amené à rencontrer selon la convention fiscale qui est applicable. Donc c'est important de le mentionner, même si c'est des hypothèses qui sont plus rares en pratique. J'espère que j'ai été clair sur cet exemple-là. C'est pas forcément simple à intégrer, mais voilà oui, les différents crédits applicables. Autre point important qu'il faut bien avoir à l'esprit, notamment sur la négociation des contrats commerciaux, c'est si jamais votre société elle est déficitaire. Là, je vous ai remis les exemples de calcul de crédit d'impôt. Vous voyez que sur la ligne crédit d'impôt imputable, on a toujours 0, et qu'en imposition globale des revenus, que ce soit en crédit intégral ou partiel, on a donc une imposition de 30, ce qui correspond à l'impôt étranger. Et en crédit forfaitaire, on a donc 0 puisqu'on n'a pas eu de retenue à la source. Ce qu'il faut savoir en situation déficitaire pour les sociétés, et ça c'est vraiment important, c'est que les crédits d'impôt étrangers qui ne sont pas imputés du coup sur un résultat positif, ils sont ni reportables, ni remboursables, ni déductibles en charge. C'est-à-dire que c'est une véritable perte de valeur pour la société. Donc c'est-à-dire que là, dans mon exemple, si vous êtes en situation déficitaire, c'est-à-dire que vous n'avez pas de résultat positif taxable à l'impôt sur les sociétés en France, sur lequel vous pouvez potentiellement imputer cette retenue à la source étrangère, eh bien, vous allez avoir un mécanisme de double imposition économique puisque vous ne pourrez pas imputer cette perte de valeur
Donc typiquement, là, dans ce cas de figure-là, les 30, ils sont perdus pour la société. C'est une perte nette de trésorerie. D'où l'importance de la clause de gross-up dans cette hypothèse, la clause dont je vous parlais tout à l'heure. Si la société elle n'est pas structurellement bénéficiaire ou elle n'a pas un matelas confortable pour pouvoir imputer ses crédits d'impôt étrangers, il faut systématiquement essayer de négocier cette clause de gross-up qui prévoit que vous voulez un prix de 100, peu importe les retenues à la source qui sont appliquées à l'étranger. Et c'est le concontractant qui supporte la retenue à la source. Ça, c'est vraiment important parce que ça vous évite justement d'avoir ces pertes de valeur potentielles. Et donc, avec cette clause de gross-up, vous vous couvrez de cette perte de 30 qui ne sera jamais récupérable en pratique. Donc, c'est une situation assez paradoxale, mais c'est malheureusement la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Sachant que, petite précision, si jamais vous n'avez pas de convention fiscale applicable, par exemple entre la France et le Danemark, il n'y a pas de convention, eh bien, le traitement fiscal est plus avantageux puisque vous pouvez au moins déduire les crédits d'impôt danois sur votre déclaration de revenus à l'IS. Donc, vous pouvez au moins le passer en charge, ce qui n'est pas possible en présence d'une convention. Donc, ça paraît un peu étrange comme traitement, mais voilà, les sociétés qui n'ont pas de lien et pas de convention fiscale internationale avec la France sont mieux traitées dans ce cas de figure-là, en situation déficitaire que les autres. Donc voilà, j'espère que j'ai été clair sur le sujet. Oui, alors on a une question. Le montant du gross-up est bien lui-même l'objet d'une taxation? Ah oui, tout à fait. Mais du coup, vous aurez pas cette perte de 30 dans mon exemple. Si par exemple vous êtes imposé sur 130, il y a pas de, il y a une déperdition fiscale qui est quand même moindre que d'être imposé sur, de récupérer 70 et de perdre ces 30-là. Mhm. D'accord. Et enfin, dernière partie du coup de ce webinaire, c'est tout ce qui est dispositions spéciales et terminales. Donc là, je vais être assez rapide sur le sujet. En règle générale, vous avez un article sur les non-discriminations dans les conventions. Que prévoit cet article-là? Ça prévoit en fait de réserver le même traitement fiscal à tous les contribuables, sans distinction d'état de résidence ou de nationalité. C'est un article qui peut être invoqué si parfois on a une discrimination en particulier. Et ça concerne toutes les personnes physiques, morales, sociétés de personnes, établissements stables, entreprises liées. Donc ça peut être invoqué en pratique. C'est assez rare de l'invoquer, mais voilà, c'est une clause qui existe. Et les derniers points importants, c'est ce qu'on appelle la procédure de règlement amiable. Si jamais vous vous estimez victime d'une double imposition qui est contraire à la convention fiscale et que vous n'avez pas moyen de récupérer l'imposition par l'application de l'élimination des doubles impositions, il faut savoir que vous pouvez saisir l'autorité compétente et demander une consultation. Donc en France, c'est la mission d'expertise juridique et économique internationale. Et donc vous pouvez leur présenter votre cas si jamais vous êtes victime d'une double imposition, pour que eux se rapprochent des autorités compétentes dans l'État étranger pour essayer de trouver une solution amiable en fait à cette situation de double imposition et afin de pouvoir l'éviter si jamais la simple application de la convention ne permet pas. Et donc si jamais à l'issue de la procédure amiable il n'y a pas une solution trouvée, vous pouvez recourir à une procédure d'arbitrage lorsque les autorités ne sont pas parvenues à un accord en particulier. Donc ça, c'est vraiment à avoir à l'esprit également, cette procédure-là. Et le dernier point sur les dispositions spéciales et terminales, c'est tout ce qui concerne l'entrée en vigueur. Ça, c'est vraiment important à analyser sur les cas de nouvelles conventions ou en cas d'avenant, puisqu'il y a différentes modalités d'entrée en vigueur des différents articles de la convention ou des différents impôts selon l'impôt concerné. On peut avoir une entrée en vigueur de la convention différenciée selon la catégorie d'impôt concerné. Donc c'est vraiment important à regarder si jamais vous avez une nouvelle convention ou un avenant en particulier. D'accord. Et enfin, le dernier article, c'est sur la dénonciation. C'est juste un article qui précise que chaque État peut dénoncer la convention avec un préavis de 6 mois. C'est par exemple ce qui a été fait pour le Danemark. La convention n'existe plus entre la France et le Danemark par ce biais-là, du coup. Et quelle est la raison invoquée pour dénoncer une convention fiscale pour un pays? Il n'y a pas de raison particulière, hormis le fait qu'ils ne souhaitent plus être soumis aux règles de la convention fiscale. Et donc, ils souhaitent être libérés de leurs engagements sur ce traité-là.
Il n'y a pas de, voilà, il n'y a pas de raison D'accord. à invoquer, en tout cas, pour mettre fin à la convention. Ok. Merci beaucoup pour cette présentation. On n'a pas de nouvelles questions sur la dernière partie. Juste pour bien comprendre, parce que pour la fiscalité, comme ça, vous êtes une équipe à Rennes vous êtes combien chez GBA et comment vous fonctionnez? Vous avez un réseau de fiscalistes dans le monde qui vous appuient pour la lecture des différentes conventions fiscales ou comment ça se passe techniquement? Nous, au cabinet, on est 3 en droit fiscal. Moi, je suis beaucoup intervenu sur ces problématiques-là parce qu'avant, je travaillais à la direction internationale de FIDAL à Paris. Donc, on intervenait beaucoup sur ces problématiques-là de flux internationaux. Et lorsqu'on a besoin justement de connaître la réglementation en droit interne étranger, effectivement, on s'appuie sur des correspondants qu'on peut avoir dans les pays concernés. Malheureusement, on n'a pas de correspondants dans tous les pays, mais on en a dans les principaux pays, que ce soit Royaume-Uni, États-Unis, pas mal de pays européens. Donc on essaye, oui, d'avoir des correspondances en local pour avoir une idée du traitement fiscal sur un flux particulier, si jamais le client et la société s'interrogent sur le traitement fiscal applicable. D'accord. Ok. Voilà en pratique comment on fonctionne. Ok. Super, merci beaucoup. Je pense qu'on va pouvoir arrêter là. Je laisse tous les participants prendre contact avec vous. Là, vous avez vos coordonnées d'afficher et puis vous allez recevoir les slides demain. Donc, comme ça, vous pouvez prendre contact directement avec Nicolas Noblet pour approfondir certains points sur les conventions fiscales. Voilà. Merci beaucoup et puis merci à tous. Merci à vous, Nicolas Noblet, et puis à bientôt. Bonne journée. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir.